On soupçonne que le défunt a fait des sacrifices humains pour maintenir sa fortune. 3 domestiques ont disparu le mois dernier. Il avait prévenu c'est « Si je meurs, c'est que le contrat est fini. » Il a vendu toute sa lignée. Il était une fois, dans la vibrante ville de Libreville, au cœur du Gabon, un homme dont le nom seul suffisait à faire frémir les puissants et à illuminer le visage des riches, Honoré Ngouabi. Ce n'était pas le président congolais d'autrefois, mais un homme bien plus énigmatique, un homme de chair et de mensonge, dont le sourire doux comme le miel cachait des secrets sombres. On disait que ses mains étaient rouges de sang, bien que personne n'osât le murmurer trop fort. Honoré vivait dans une villa somptueuse perchée sur la colline de Montbouet, un palais de marbre et d'or qui semblait défier le temps et la morale. Les colonnes scintillaient sous le soleil brûlant, la piscine reflétait un ciel d'azur, et les voitures dorées alignées dans la cour évoquaient les chars des anciens rois. Dans les marchés animés de Saint-Michel, sous les auvents de tôle rouillée, les vieux échangeaient des histoires à voix basse, leurs mots à peine audibles au milieu du tumulte des vendeurs de poissons et des cris des enfants. Ils parlaient d'un pacte scellé avec un féticheur mystérieux, tapi dans les profondeurs de la forêt de Doussala. Ils évoquaient le maître des ombres, une entité ancienne qui offrait richesse et pouvoir en échange d'un prix terrifiant, un prix que seuls les désespérés osaient payer. Mais ces récits restaient des murmures, car Honoré n'était pas seulement riche, il était intouchable, protégé par des forces que nul n'osait nommer. La ville entière semblait retenir son souffle en sa présence. Les enfants cessaient de jouer lorsque sa voiture aux vitres teintées passait dans les rues poussiéreuses, les marchands baissaient les yeux, et même les chiens errants s'éloignaient, comme s'ils sentaient une menace invisible. Pourtant, Honoré se montrait généreux en public. Il distribuait des billets aux pauvres, finançait des écoles, assistait aux cérémonies religieuses, un chapelet à la main. Mais dans l'ombre, les rumeurs persistaient. On disait qu'il ne dormait jamais, que des lumières étranges brillaient dans sa villa la nuit, et que des cris étouffés s'échappaient parfois de la forêt profonde. Certains juraient avoir vu des silhouettes encapuchonnées entrer et sortir de la villa sous le couvert de l'obscurité, portant des sacs lourds dont personne ne connaissait le contenu. Ce matin-là, Libreville se réveilla sous un ciel gris, lourd, comme si les cieux eux-mêmes portaient le deuil. Les oiseaux s'étaient tus, les singes du parc de la République restaient immobiles dans les arbres, et une rumeur se répandit comme une traînée de poudre à travers les quartiers populaires et les avenues bordées de palmiers. Honoré Ngouabi était mort. En pleine nuit. Sans maladie. Sans blessure. Sans la moindre explication. La nouvelle frappa la ville comme un coup de tonnerre. Dans la villa de Montbouet, le salon fut transformé en une chapelle ardente digne d'un roi. Un tapis rouge, si long qu'il semblait mener au paradis, serpentait à travers la pièce, menant à un cercueil d'or massif incrusté de pierres précieuses qui scintillaient sous la lumière vacillante des bougies géantes. Des lys blancs, des roses rouges et des orchidées mauves, importées d'Europe à grands frais, formaient un écrin somptueux autour du défunt. Les invités affluaient par dizaines, des ministres en costumes sombres taillés sur mesure, des femmes en robes scintillantes ornées de perles, des hommes d'affaires aux montres en or qui cliquetaient à chaque mouvement. Certains riaient, échangeant des plaisanteries sur des contrats juteux ou des souvenirs de soirées fastueuses. D'autres, plus audacieux, prenaient des selfies devant le cercueil, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art exposée dans un musée. Un photographe professionnel immortalisait chaque instant, tandis qu'une journaliste, micro à la main, parlait d'une voix claire et assurée. Nadia Mboma, 35 ans, était une femme au regard perçant et à la détermination sans faille. Vêtue d'un tailleur beige simple mais élégant, ses cheveux tressés serrés comme ceux des femmes qui ne jouent pas avec la vérité, elle se tenait devant la caméra, son ton à la fois calme et tranchant comme une lame. « Mes chers compatriotes, commença-t-elle, nous sommes aujourd'hui dans la villa d'Honoré Ngouabi, décédé hier soir dans des circonstances troublantes. Aucune cause médicale n'a été identifiée. Pas de crise cardiaque. Pas d'empoisonnement. Rien. » Un silence pesant s'installa. Les rires s'éteignirent, les regards se croisèrent, et une tension palpable envahit la pièce. Nadia poursuivit, imperturbable. Pourtant, des rumeurs circulent depuis des mois. 3 domestiques ont disparu il y a un mois. 3 jeunes gens qui travaillaient ici même,
dans cette maison. Aucune enquête n'a été ouverte. Aucune plainte n'a été déposée. Mais nous avons des témoignages. Sa voix baissa d'un ton, comme si elle partageait un secret avec des millions de téléspectateurs à travers le pays. On dit qu'Honoré Ngouabi avait recours à des pratiques occultes. Des sacrifices humains. Pour maintenir sa fortune. Pour garder son pouvoir. Pour défier la mort elle-même. Un murmure parcourut la foule. Une femme étouffa un cri, ses mains couvrant sa bouche maquillée. Un homme recula, mal à l'aise, triturant nerveusement sa cravate. Nadia continua, son regard fixé sur la caméra, déterminée à révéler la vérité. Le féticheur de la forêt de Doussala aurait été vu ici, à plusieurs reprises, la nuit. Et selon des sources fiables, Honoré Ngouabi aurait signé un pacte. Un pacte de sang. La caméra effectua un zoom lent, presque dramatique, sur un objet discret posé près du cercueil. Un fétiche. Petit, fait de bois noir poli, orné de plumes rouges, de cheveux tressés et d'un os jauni par le temps. Des signes mystérieux y étaient gravés, des symboles anciens que seuls les initiés pouvaient comprendre. La foule retint son souffle. Même les plus sceptiques sentirent un frisson leur parcourir l'échine, comme si l'objet lui-même dégageait une énergie maléfique. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, si lourd qu'on aurait pu entendre le battement d'un cœur. Puis une voix grave, profonde comme un tambour ancestral, s'éleva, brisant la tension. Il avait prévenu. Tous les regards se tournèrent vers un vieil homme appuyé sur une canne en ébène sculptée. Tonton Coco, l'oncle maternel d'Honoré, avançait lentement, ses pas résonnant sur le marbre poli du sol. Sa tunique blanche flottait autour de lui comme un nuage, et un chapelet de graines colorées ornait son cou. Ses yeux, creusés par les années, semblaient porter le poids de vérités anciennes, de secrets trop lourds pour un seul homme. Il était le seul membre de la famille à n'avoir jamais touché à l'argent d'Honoré, le seul à avoir toujours refusé ses cadeaux, ses promesses, ses invitations. Il vivait modestement dans une petite maison du quartier de Nzemgayon, loin des fastes de Montbouet, et beaucoup disaient qu'il était le dernier gardien des traditions, un homme qui parlait encore aux ancêtres. Il s'arrêta devant le cercueil, le fixa longuement, son visage impassible. Puis, sans la moindre trace d'émotion, il parla. Il avait dit, si je meurs un jour comme ça, sans raison, c'est que le contrat est fini. Un frisson traversa l'assemblée, comme si un vent froid s'était engouffré dans la pièce. Tonton Coco pointa sa canne vers le fétiche, son geste lent mais précis. Ce petit objet ? C'est le sceau du pacte. Tant qu'il était actif, Honoré ne pouvait pas mourir. Tant qu'il offrait ce qu'il fallait, le maître des ombres le protégeait. Une voix tremblante s'éleva dans la foule, celle d'une jeune femme en robe de soie verte. Les coffrets-ils ? L'oncle tourna la tête, son regard perçant comme une lame, transperçant l'âme de ceux qui osaient croiser ses yeux. Du sang. Du sang pur. Des innocents. 3 par an. C'est le prix. Un cri étouffé échappa à une femme en robe bleue, qui s'évanouit, tombant comme une poupée de chiffon. 2 hommes la rattrapèrent précipitamment, tandis que la tension dans la pièce devenait insupportable. Mais soudain, un jeune homme, vêtu d'un t-shirt usé et d'un pantalon déchiré, bondit en avant, les yeux pleins de larmes et de rage. Il s'appelait Étienne, et sa voix tremblait de douleur et de colère. Il a vendu toute sa lignée, cria-t-il, son poing levé vers le cercueil. Mon père était son domestique. Il a été pris la nuit. On l'a jamais revu. Il s'effondra en sanglots, ses poings serrés frappant le sol. La foule resta figée, horrifiée, incapable de détourner les yeux de ce jeune homme brisé. Étienne continua, sa voix brisée par les larmes. Ma mère dit qu'il a été sacrifié dans la forêt, pour que ce monstre vive. Et maintenant, c'est fini. Il est mort, mais le prix, il est encore dû. Tonton Coco hocha la tête, son visage toujours impassible, mais ses yeux trahissant une profonde tristesse. Le contrat est fini, dit-il lentement. Mais le maître des ombres ne rend jamais ce qu'il a pris. Et il veut toujours son dû.
Étienne s'effondra complètement, ses sanglots résonnant dans la pièce silencieuse. Les invités commencèrent à murmurer, certains quittant la villa précipitamment, comme si la vérité était trop lourde à porter. D'autres restèrent, fascinés et terrifiés à la fois, incapables de détacher leurs yeux du fétiche. La cérémonie fut interrompue abruptement. Les invités partirent en hâte, leurs talons claquant sur le marbre, leurs murmures paniqués emplissant l'air. Les journalistes rangèrent leurs caméras, bien que Nadia continuât à prendre des notes, son regard fixé sur le fétiche comme si elle cherchait à percer ses secrets. Bientôt, seuls restèrent la famille proche, quelques gardes nerveux, et tonton Coco, qui semblait imperturbable face au chaos. Le cercueil fut fermé avec solennité, puis transporté vers le cimetière privé de la colline, où Honoré serait inhumé dans un mausolée de marbre blanc, construit des années auparavant pour célébrer sa gloire. Mais cette nuit-là, personne à Libreville ne trouva le sommeil. À minuit, un vent glacial souffla de la forêt de Doussala, au sud de la ville. Il portait une odeur de terre humide et de mort, une odeur qui semblait s'infiltrer dans chaque maison, chaque cœur. Dans ce vent, des murmures résonnaient, des voix anciennes, graves, parfois entrecoupées de rires d'enfants qui n'étaient pas de ce monde. Les habitants fermèrent leurs volets, allumèrent des bougies, et prièrent pour que le matin arrive vite. Les plus superstitieux placèrent des talismans sous leurs oreillers, espérant repousser les esprits qui semblaient rôder dans l'obscurité. Dans la villa de Montbouet, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Seule une petite lampe près du fétiche resta allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs de marbre. Le fétiche, posé sur une table d'ébène, sembla bouger légèrement, comme si une force invisible le faisait trembler. Les gardes, pourtant habitués aux caprices de la villa, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux murmura une prière, serrant un chapelet entre ses doigts. Un autre s'éloigna du fétiche, refusant de le regarder, comme si fixer l'objet risquait d'attirer son attention. Nadia Mboma, seule dans son petit appartement du quartier populaire de Lalala, fit un rêve terrifiant cette nuit-là. Elle se retrouva dans la forêt de Doussala, pieds nus, le sol mouillé et glissant sous ses pas. Des racines semblaient s'animer comme des serpents, s'enroulant autour de ses chevilles, essayant de la retenir. Elle marcha, guidée par une force invisible, jusqu'à une clairière où trônait un arbre immense, ses branches formant un cercle parfait, comme une couronne tressée par des mains divines. Sous l'arbre, un homme nu, couvert de cendres blanches, aux yeux d'un blanc laiteux, était assis sur une natte de feuilles mortes. « Tu veux la vérité ?» demanda-t-il d'une voix inhumaine, grave et sifflante, qui semblait venir des entrailles de la terre. « Oui, » répondit Nadia, son cœur battant à tout rompre, mais sa voix ferme. Il claqua des doigts, et une vision apparut, claire comme un souvenir. Nadia vit Honoré Ngouabi, il y a 20 ans, jeune, pauvre, désespéré. Il marchait dans la forêt, un sac à l'épaule, les joues mouillées de larmes. Il avait tout perdu, son travail, sa femme, son honneur. Il tomba à genoux devant un arbre, criant dans la nuit silencieuse. « Si quelqu'un m'entend, donnez-moi une chance. Je ferai n'importe quoi. » Une voix surgit de la terre, profonde, vibrante, comme un écho d'un autre monde. N'importe quoi. Un trou s'ouvrit dans le sol, un gouffre noir d'où émanait une odeur de pourriture. Une main noire, longue, griffue, en sortit, tenant une plume rouge tachée de sang. « Je te donne richesse, pouvoir, gloire. Tu seras craint, respecté, adulé. Tout ce que tu désires sera à toi. » Et en échange, demanda Honoré, sa voix tremblante mais teintée d'une lueur d'espoir. « Ton sang. Ta lignée. Et chaque année, 3 âmes pures pour nourrir le pacte. » Honoré hésita, ses yeux fixés sur la main griffue. La forêt semblait retenir son souffle. Puis, lentement, il tendit la main. La main noire saisit la sienne, et un éclair rouge zébra le ciel, illuminant la clairière. Un cri résonna, un cri qui n'était ni humain ni animal, et le pacte fut scellé. Nadia se réveilla en hurlant, trempée de sueur, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle savait maintenant. Elle avait vu la vérité.
La vision était si claire, si réelle, qu'elle en tremblait encore. Elle saisit son carnet et griffonna frénétiquement tout ce qu'elle avait vu, déterminée à ne pas laisser cette vérité s'évanouir comme un rêve. Le lendemain matin, Nadia retourna à la villa, un carnet à la main et une détermination nouvelle dans le regard. Elle voulait des réponses, des preuves, quelque chose de tangible pour étayer ce qu'elle avait vu dans son rêve. Elle interrogea les domestiques restants, ceux qui n'avaient pas fui après la cérémonie chaotique de la veille. La plupart refusèrent de parler, leurs yeux baissés, leurs mains tremblantes, comme s'ils craignaient que les murs eux-mêmes puissent écouter. Mais un vieil homme, Bakary, accepta de témoigner à condition que son nom ne soit jamais mentionné. Il était cuisinier dans la villa depuis plus de 20 ans, un homme discret dont les rides racontaient une vie de labeur et de silence. Assis dans un coin sombre de la cuisine, entouré de casseroles en cuivre et d'odeurs de poissons séchés, il murmura d'une voix à peine audible. Oui, les 3 disparus. Le maître les a choisis. Pas par hasard. Il disait qu'ils étaient propres, qu'ils avaient du potentiel. Ils étaient jeunes, forts, pleins de vie. Une voiture noire est venue les chercher, la nuit. Avec le féticheur. Le maître les a regardés partir depuis la terrasse. Il souriait, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Et après, demanda Nadia, son stylo griffonnant frénétiquement sur son carnet. Bakary baissa les yeux, ses mains noueuses serrant un torchon. Le lendemain, le maître était différent. Plus fort. Plus calme. Plus riche. Une affaire de pétrole s'était conclue en 1 heure, un contrat de plusieurs millions. Un rival politique avait été arrêté dans la matinée. Tout allait bien, pour lui. Nadia sentit la colère monter en elle, comme une vague brûlante qui menaçait de la submerger. Des personnes n'a rien fait? Personne n'a parlé? Vous saviez, et vous avez laissé faire? Bakary releva les yeux, une lueur de honte et de résignation dans son regard. Qui oserait? Il était puissant. Protégé. Pas seulement par des hommes, mais par autre chose. Et puis, beaucoup d'entre nous, on a besoin de travailler. On a des familles à nourrir. On ferme les yeux. On prie. On espère que ce ne sera pas notre tour. Nadia quitta la cuisine, le cœur lourd mais la détermination intacte. Elle devait aller à la forêt de Doussala. Elle devait voir de ses propres yeux le lieu où tout avait commencé. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, tonton Coco l'attendait à la porte de la villa, sa canne en ébène à la main, son regard grave. « Tu veux savoir ce qui se passe maintenant ?» dit-il, sa voix basse mais ferme, comme un avertissement. « Oui », répondit Nadia, son menton relevé, prête à affronter ce qu'il avait à lui montrer. « Alors viens. Mais ne crie pas. Ne pleure pas. Ce que tu vas voir, c'est le prix du silence. » Ils marchèrent des heures dans la forêt dense de Doussala. Les bruits étaient étranges, presque surnaturels, des grenouilles chantaient à minuit, des oiseaux semblaient voler sans ailes, et les troncs des arbres prenaient des formes inquiétantes, comme des visages figés dans des expressions de douleur. Le sol était humide, glissant, et l'air semblait épaissir à chaque pas. Enfin, ils arrivèrent à une clairière. L'arbre du rêve de Nadia était là, immense, ses branches formant un cercle parfait, comme une couronne tressée par des mains invisibles. Autour de l'arbre, des chênes rouillés étaient enfoncés dans la terre, entourés d'os éparpillés, de crânes blanchis par le temps, et de vêtements déchirés, à moitié enfouis dans la boue. « C'est le lieu du sacrifice », dit tonton Coco, sa voix grave résonnant dans la clairière silencieuse. « Le cœur du pacte. » Nadia s'approcha, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Elle vit des noms gravés sur l'écorce de l'arbre, des dates, des symboles anciens qui semblaient pulser d'une énergie étrange. Et parmi eux, un nom qu'elle reconnut immédiatement, David Boma. « Mon frère » murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux, sa voix tremblante de douleur et de rage. « Disparu il y a 10 ans. On nous a dit qu'il avait fui le pays. » Tonton Coco posa une main sur son épaule, sa voix douce mais lourde de regret. « Il est venu ici. Comme les autres. Il a été offert.
pour qu'Honoré vive. Nadia tomba à genoux, submergée par la rage et la douleur. Elle frappa le sol de ses poings, criant dans la forêt silencieuse, sa voix se perdant dans les feuillages. « Dès maintenant » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Honoré est mort. Le pacte est rompu? Non, répondit tonton Coco, son regard fixé sur l'arbre. Le maître des ombres ne libère jamais. Il veut son dû. Et comme Honoré est mort, il va chercher un autre héritier. Un héritier? Demanda Nadia, se relevant, essuyant ses larmes d'un geste brusque. Oui. Quelqu'un de sa lignée. Un enfant. Un neveu. Un petit-fils. Le sang doit payer. Nadia sentit une nouvelle vague de détermination l'envahir. Elle pensa immédiatement au fils d'Honoré. Il a un fils. Junior. Il vit en France. Alors il est en danger, dit tonton Coco, sa voix grave comme un avertissement. En très grand danger. 2 jours plus tard, un avion atterrit à l'aéroport international de Libreville. Un jeune homme en descendit, grand, élégant, vêtu d'un costume italien taillé sur mesure et de lunettes de soleil qui cachaient ses yeux. Junior Ngouabi, fils unique d'Honoré, avait 25 ans. Étudiant en économie à Paris, il rêvait de devenir banquier, de vivre une vie de luxe loin des traditions poussiéreuses de son pays natal. Il ne croyait ni aux fétiches, ni aux esprits, ni aux sacrifices. Pour lui, tout cela n'était que superstition, des histoires de vieilles femmes pour effrayer les enfants ou manipuler les crédules. Il entra dans la villa comme un roi, ignorant les pleureuses assises dans la cour, leurs chants funèbres s'élevant dans l'air humide. Il embrassa vaguement quelques oncles, salua les domestiques d'un signe de tête distrait, et se dirigea droit vers le bureau de son père, une pièce somptueuse aux murs couverts de tableaux coûteux et de trophées dorés. Il ouvrit le coffre-fort, s'attendant à trouver des liasses de billets, des lingots d'or, des documents pour réclamer l'héritage. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni argent ni bijoux. Juste le fétiche, noir et menaçant, posé sur une lettre pliée. Junior déplia la feuille et lut, son visage passant de l'amusement à l'incrédulité. « Mon fils. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Le maître a décidé que mon temps était venu. Je t'ai tout donné. La richesse. Le nom. La gloire. Mais je t'ai aussi donné un héritage que tu ne vois pas. Le sang appelle le sang. Le pacte continue. Tu es maintenant le nouveau gardien. 3 par an. C'est le prix. Sinon, tu mourras comme moi. Et ta descendance avec toi. Je suis désolé. Ton père. Junior éclata d'un rire nerveux, secouant la tête comme pour chasser une mauvaise blague. Quel délire! Mon père était fou, marmonna-t-il. Il froissa la lettre et la jeta au sol, le papier s'écrasant contre le tapis persan. Puis il saisit le fétiche, le regarda avec un mélange de dédain et de curiosité, et le lança dans une poubelle en métal près du bureau. « Je brûlerai tout ça demain », dit-il à voix haute, comme pour se convaincre lui-même. Il passa le reste de la journée à parcourir la villa, admirant les richesses accumulées par son père. Il comptait vendre la maison, les voitures, les œuvres d'art, tout. Il ne voulait rien garder de cet endroit qu'il considérait comme maudit, un reliquat d'un passé qu'il méprisait. Mais au fond de lui, une petite voix qu'il refusait d'écouter murmurait « Et si c'était vrai ?» Il chassa cette pensée, se moquant de lui-même pour avoir laissé les superstitions de son enfance refaire surface. Cette nuit-là, une tempête s'abattit sur Libreville. La pluie tombait en rideaux épais, le vent hurlait à travers les rues, arrachant les feuilles des palmiers, et les éclairs illuminaient le ciel comme des avertissements divins. Junior dormait dans la chambre de son père, une pièce immense avec un lit à baldaquin et des rideaux de soie rouge. Il rêvait d'argent, de pouvoir, de sa future vie à Paris, où il serait libre de toute cette folie. Mais à 3 heures du matin, il se réveilla en sursaut. La pièce était glaciale, comme si l'hiver s'était installé en plein cœur des tropiques. L'obscurité semblait vivante, pulsante, et il n'était pas seul.
Au pied de son lit se tenait une ombre. Grande, maigre, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité comme des braises. Elle ne parlait pas. Elle tendit une main, révélant 3 petits doigts. Des doigts d'enfant, pâles et froids, posés dans sa paume comme une offrande macabre. Junior voulut crier, mais sa gorge était nouée, comme si une main invisible l'étranglait. Aucun son ne sortit. L'ombre s'approcha, son souffle froid caressant le visage du jeune homme. Elle murmura, d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre, un sifflement qui résonnait dans ses os. Le pacte continue. Puis l'ombre disparut, comme avalée par l'obscurité. La pièce retrouva sa chaleur, mais Junior resta figé, tremblant, incapable de bouger. Il passa le reste de la nuit éveillé, les yeux fixés sur la porte, priant pour que le jour arrive. Il ne parla à personne de ce qu'il avait vu, refusant d'y croire, se convainquant que ce n'était qu'un cauchemar causé par le stress et la fatigue du voyage. Le lendemain matin, les domestiques le trouvèrent dans la piscine de la villa. Mort. Noyé. Ses yeux grands ouverts semblaient fixer quelque chose au loin, quelque chose d'invisible, d'indicible. Dans ses mains serrées, on trouva 3 cheveux tressés, noirs comme la nuit, encore humides de l'eau de la piscine. La nouvelle de la mort de Junior se répandit comme une traînée de poudre, ajoutant une nouvelle couche d'horreur aux événements déjà troublants. Nadia Mboma ne perdit pas de temps. Elle rédigea un reportage explosif, révélant tout ce qu'elle avait découvert, les sacrifices humains, le fétiche maudit, le pacte avec le maître des ombres, la forêt de Doussala, la mort mystérieuse de Junior. Elle diffusa des témoignages de domestiques, des photos du fétiche, des extraits de sa propre enquête dans la forêt. Elle n'épargna aucun détail, déterminée à briser le silence qui avait permis à ces horreurs de perdurer. Le pays tout entier fut secoué. Des manifestations éclatèrent dans les rues de Libreville, des foules scandant des appels à la justice, brandissant des pancartes avec les noms des disparus. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags comme Justice pour les victimes et Briser le pacte devenant viraux. Mais que faire? Honoré était mort. Junior était mort. Le féticheur de Doussala avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans les ombres de la forêt. Les autorités, embarrassées, promirent une enquête, mais beaucoup doutaient qu'elle aboutisse. Seul tonton Coco resta, fidèle à sa mission. Il retourna à la villa, récupéra le fétiche dans la poubelle où Junior l'avait jeté, et marcha vers la forêt de Doussala, sa canne claquant sur le sol comme un métronome. Nadia le suivit, caméra à la main, déterminée à documenter la fin de cette histoire, même si elle ignorait ce qui l'attendait. Dans la clairière, sous l'arbre immense, tonton Coco s'agenouilla. Il tenait le fétiche dans ses mains, ses doigts noueux caressant les plumes rouges et l'os jauni. « Il faut briser le cercle, dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité ancienne. Pas avec la haine. Avec le pardon. » Il creusa un trou profond dans la terre, juste au pied de l'arbre. Il y déposa le fétiche, puis versa de l'eau bénite, faisant scintiller les gouttes sous la lumière filtrée des feuillages. Il alluma un bâton d'encens, dont la fumée s'éleva en volutes blanches, emplissant l'air d'une odeur douce et purifiante. Puis il récita des prières anciennes, dans une langue que Nadia ne comprenait pas, mais qui semblait vibrer dans l'air comme une mélodie oubliée, une incantation qui appelait les esprits des ancêtres. « L'esprit des ancêtres, reprenez ce qui est à vous, dit-il. Libérez les âmes prisonnières. Que le sang cesse de couler. » Soudain, un grand souffle traversa la forêt, un vent si puissant qu'il fit plier les branches de l'arbre. Les chênes rouillés autour de l'arbre tombèrent, se brisant comme du verre. Les os éparpillés s'effritèrent en poussière, emportés par le vent. L'arbre lui-même sembla gémir, un son grave et profond qui résonna dans la poitrine de Nadia. Le fétiche, au fond du trou, s'effrita en cendres, comme si une force invisible l'avait consumé. Nadia sentit une chaleur envelopper son cœur, comme si une main invisible apaisait sa douleur. Elle posa sa caméra, s'agenouilla à côté de tonton Coco, et pleura. Pour son frère David. Pour les autres disparus. Pour tous ceux qui avaient payé le prix du silence. Ses larmes tombèrent sur le sol,
se mêlant à la terre humide, et elle sentit, pour la première fois depuis des années, un sentiment de paix. Les jours qui suivirent furent marqués par un calme étrange à Libreville. Les manifestations s'apaisèrent, les rumeurs s'estompèrent, et la ville sembla reprendre son souffle. Mais l'histoire d'Honoré Ngouabi et de son pacte maudit resta gravée dans les mémoires, une légende moderne que les vieux racontaient aux enfants autour des feux de camp, une mise en garde contre l'ambition dévorante et le prix du pouvoir. Nadia continua son travail de journaliste, mais elle changea. Elle n'était plus seulement une reporter en quête de scoop. Elle devint une voix pour les oubliés, une défenseur des victimes du silence. Elle créa une association pour enquêter sur les disparitions inexpliquées, pour donner un nom aux os anonymes de la forêt de Doussala, pour offrir une sépulture digne à ceux qui avaient été sacrifiés. Elle voyagea à travers le Gabon, recueillant des témoignages, écoutant les histoires des familles brisées, et publiant des articles qui forçaient les autorités à agir. Tonton Coco, quant à lui, retourna à sa vie simple à Nzemgayon. Il refusait les interviews, les caméras, les honneurs. Mais les gens du quartier venaient le voir, lui apportant des fruits, du poisson, des cadeaux modestes en signe de respect. Il disait qu'il avait brisé la malédiction, qu'il avait apaisé les esprits. Lui se contentait de sourire, son chapelet de graines cliquetant doucement dans ses mains. La villa de Montbouet fut abandonnée. Personne ne voulait l'acheter, malgré sa splendeur. Les voitures dorées rouillèrent sous la pluie, les murs de marbre se fissurèrent, et les mauvaises herbes envahirent la piscine. Certains disaient que la maison était hantée, que des ombres rôdaient encore dans les couloirs, mais d'autres affirmaient que la forêt avait repris ce qui lui appartenait. Un an après ces événements, Nadia revint à la forêt de Doussala. Elle apporta des fleurs, des lys blancs, pour son frère David et pour tous les autres disparus. L'arbre était toujours là, mais il avait changé. Ses branches portaient maintenant des fruits rouges, brillants comme des larmes de sang, mais ils semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si l'arbre lui-même pleurait pour les âmes perdues. Autour de la clairière, des oiseaux chantaient, leur mélodie légère et joyeuse emplissant l'air. Des enfants du village voisin jouaient à proximité, leur rire résonnant comme un écho de liberté. La forêt semblait respirer à nouveau, libérée d'un poids ancien. Les chênes avaient disparu, les os s'étaient dissous dans la terre, et les noms gravés sur l'arbre s'effaçaient peu à peu, comme si la nature elle-même cherchait à guérir ses blessures. Nadia s'assit sous l'arbre, ouvrit son carnet, et écrivit. Il n'y a pas de pouvoir sans prix. Le prix le plus lourd est celui payé par les innocents. Honoré Ngouabi a tout eu. La richesse, le pouvoir, la gloire. Mais il a tout perdu. Parce qu'il a oublié une chose. Le pouvoir né du sang finit toujours par le rendre. La vérité est une lumière. Elle brûle, elle fait mal, mais elle libère. Elle ferma son carnet, un sourire triste sur les lèvres. Au loin, dans le vent, elle crut entendre un rire. Pas un rire de malheur, mais un rire de délivrance, comme si les âmes prisonnières avaient enfin trouvé la paix. Elle se leva, ramassa ses fleurs, et marcha hors de la clairière, laissant la forêt à ses murmures. Moralité du conte. Méfie-toi de ceux qui possèdent tout sans avoir rien donné. Leur richesse est souvent bâtie sur le silence des pauvres, sur les larmes des oubliés, sur le sang des innocents. Et un jour, le compte arrive toujours. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'or, ni dans le nom, ni dans la peur. Il est dans la vérité, dans le courage, dans la mémoire. Et c'est pour cela que je raconte cette histoire. Pour que personne n'oublie. Abonne-toi, like et partage ce conte s'il t'a plu.